Eh bien, Merci beaucoup. bonjour à tous et merci à la CPR, merci à Paris 1 pour l'organisation, et merci pour l'invitation et la possibilité de parler de ce sujet. Donc, cryptoactifs, comme vous l'avez dit, actualité et perspectives réglementaires. Donc, je vais faire un petit point d'actualité, mais il sera bref, et surtout parler des perspectives qui sont, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, européennes, avec le règlement MiCA et avec le règlement régime pilote. Alors, pour ce qui est de l'actualité, ça va pas être très long. Eh bien, enfin, il y a deux choses à mentionner de majeures. L'une, c'est que le délai initial d'entrée en vigueur de la loi Pacte pour ce qui est des enregistrements des prestataires de services sur actifs numériques avait expiré. Enfin, la clause de grand-père avait expiré mi-décembre dernier. Et donc, eh bien, les derniers prestataires qui avaient déposé des dossiers doivent être le plus vigilants possible. Nos services, évidemment, travaillent beaucoup, que ce soit à la CPR et à l'AMF, pour les enregistrements des, entre guillemets, retardataires. Et puis, ceux qui sont encore plus en retard sont obligés d'arrêter d'exercer s'ils fournissent des services 1 et 2 de la loi PAC, c'est-à-dire ceux qui étaient sujets à enregistrement dans cette première version de la loi. L'autre actualité qui date également de décembre d'ailleurs, c'est l'ordonnance du 9 décembre 2020 qui assujettissait, enfin elle faisait quelques ajouts, mais notamment elle assujettissait à enregistrement deux autres services, les services 3 et 4 de la loi Pacte. Je devrais redire ce que c'est ces services. Les services 1 et 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est le service de conservation de cryptoactifs pour le compte de tiers. Et le service 2, c'était le service d'achat-vente de cryptoactifs contre monnaie en cours légal. Les deux nouveaux services qui sont désormais assujettis à une obligation d'enregistrement, mais je vais en parler un tout petit peu plus, ce sont les services 3 et 4, c'est-à-dire achat-vente de crypto contre crypto, et les exchanges, service 4, c'est-à-dire les bourses ou plateformes, comme elles sont appelées dans le texte, qui ont un carnet d'ordre, donc plateforme typiquement centralisée ou semi-centralisée. Puisque les décentralisés, c'est encore un peu compliqué. Voilà, donc les services 3 et 4 sont assujettis, cependant, ils n'ont pas de contrôle a priori, mis à part la vérification de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants. Donc il n'y a pas de vérification par l'AMF et la CPR des procédures de lutte contre le blanchiment pour ces deux services-là. Mais ça ne veut pas dire que les dispositions ne soient pas les mêmes et ne soient pas applicables dans le reste de la vie du prestataire. Donc voilà pour le volet français. Oui, dernier point important, les prestataires qui fournissant les services 3 et 4, qui les fournissaient déjà avant décembre, ont une clause de grand-père avant de s'enregistrer qui dure de mémoire 6 mois. Donc ça nous amène à juin 2021. Donc voilà, pas à pas, la loi Pacte grossit, si on peut dire, et entre en vigueur, continue d'entrer en vigueur, si je puis dire. Les jalons, les différents jalons passent, et puis on voit que la liste des prestataires augmente. Il y a pas mal de dossiers en cours d'étude, ils se comptent en dizaines actuellement à l'AMF et la CPR. Voilà, donc ça va continuer, et je peux évidemment pas donner les noms des prochains qui sortiront, donc puisque c'est confidentiel. Mais voilà, ça se poursuit. La loi PAC continue d'avoir sa vie, quand bien même, vu la réglementation européenne qui arrive, elle aura une fin. Cette loi Pacte aura une fin, elle sera écrasée, mais j'y viens. Alors, l'actualité européenne. La Commission européenne, en septembre 2020, qu'est-ce qu'un grand-père? La clause de grand-père voulait dire les prestataires qui étaient déjà actifs avant ont un peu de temps, un laps de temps pour s'enregistrer. Pendant ce temps, ils ont encore le droit d'exercer, mais ils doivent quand même s'enregistrer sous un certain délai. Simplement, ceux qui n'étaient pas actifs avant, eux, doivent s'enregistrer avant d'exercer. Donc voilà, il y a un avantage, si on peut dire, à ceux qui exerçaient déjà avant. Et c'est ça le sens de la clause de grand-père. C'était pour répondre à la question. Donc, actualité européenne. Entendu, madame. Donc, actualité européenne, j'y viens. La Commission européenne, en septembre 2020, a publié tout un paquet qui s'appelle le paquet finance numérique, qui comporte à la fois deux stratégies, qui ne sont pas des textes législatifs, et trois, même quatre, si on compte un petit marginal, projets législatifs.
Parmi ces projets législatifs, je vais parler d'eux parce qu'il y en a 2 sur la crypto. Il y en a également un sur la cybersécurité qui est très impactant pour le monde financier. Je n'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais on pourra poursuivre les échanges dans un autre cadre ou un autre jour. Voilà. Et donc ce paquet qui se veut très transversal comporte 2 textes sur les cryptoactifs qui eux aussi sont assez transversaux. Donc 2 textes sur les cryptoactifs, et c'est un peu comme au niveau français. En fait, le monde se divise en 2 catégories, en 2 types d'actifs. Il y a les actifs qui sont des instruments financiers et donc qui tombent dans les réglementations traditionnelles, et ceux qui n'en sont pas. Je vais parler des premiers et puis des seconds, et c'est l'objet de 2 textes différents au niveau européen. Le premier s'appelle Régime pilote pour les infrastructures de marché sur blockchain, et donc il s'agit de modifier le corpus de texte traditionnel au bénéfice des nouveaux modèles d'affaires sur crypto et en fait sur security token, typiquement pour les actions et les obligations qui circulent sur blockchain. Et le second a vocation à combler un vide juridique au niveau européen, qui est que le Bitcoin, les jetons et les stablecoins n'étaient pas régulés. Et donc, il est question de réguler tous ces actifs. Donc, je vais revenir sur ces 2 types de textes, sur ces deux grands textes. Le premier, régime pilote. Alors, les 2, à notre sens, sont côté AMF, sont de très bonnes nouvelles, puisque le premier, régime pilote, a vocation à enlever certains blocages ou à permettre des modèles d'affaires qui subissaient des blocages réglementaires du fait que la réglementation traditionnelle n'avait pas été conçue pour le monde de la blockchain. Et on avait remarqué, et on l'avait publié dans une étude, je crois que c'est en mars 2020 qu'on a publié cette étude juridique à l'AMF, on avait remarqué qu'il y avait certains blocages juridiques, et notamment au niveau des infrastructures de marché, au niveau du marché secondaire de security token. Donc c'est dès lors qu'il y aurait eu une bourse de security token, une bourse d'actions sur blockchain ou d'obligations sur blockchain, que cela déclenchait tout un corpus de textes qui, à notre sens, était pratiquement incompatible avec la blockchain. En particulier, il y avait une obligation qui était déclenchée, qui était l'obligation que le règlement livraison des titres soit enregistré auprès d'un dépositaire central. Or, le fait d'avoir un dépositaire central qui se porte caution pour toutes les opérations qui se font sur la blockchain semble antinomique avec l'idée que la blockchain fonctionne par consensus. Donc ça s'oppose à l'idée de consensus, et en cela, ça peut faire perdre l'intérêt économique de la blockchain et les économies qu'on peut espérer. Alors, justement, quelles sont-elles? Quels sont les gains potentiels à attendre des infrastructures de marché sur blockchain? Cela peut permettre de réduire les risques en accélérant le processus de marché et post-marché. Ça peut également atténuer certains risques de cybersécurité, puisque cela autant les infrastructures de marché centralisées sont des points de vulnérabilité, autant sur une infrastructure qui est gérée de façon distribuée, décentralisée, eh bien, il n'y a pas de point de défaillance unique, et donc on peut attendre que les risques de cybersécurité soient moindres. Deuxième élément qu'on peut espérer obtenir avec des infrastructures sur blockchain, c'est le fait de réduire les coûts, à la fois par la réduction du nombre d'étapes, mais également par la synchronisation du règlement livraison, appelé Atomic Swap dans le monde de la crypto, qui peut se faire grâce à des smart contracts et qui permet de simplifier de nombreux processus de back-office, que ce soit pour le règlement livraison au comptant, mais également pour les prêts emprunts, pour programmer une option, un futur. On peut programmer en fait pas mal de choses, y compris des dérivés et tout type de produit qui aura des dénouements dans le temps. Donc on peut espérer des réductions de coûts et donc de la rationalisation des processus. Mais de ce point de vue, il s'agit aussi de maintenir la compétitivité de l'Europe, puisque des approches pour essayer de permettre l'émergence d'infrastructures sur blockchain ont lieu également dans d'autres pays du monde. Alors, le règlement régime pilote permet à des infrastructures de demander des exemptions aux règles qui posaient problème, selon la réglementation traditionnelle. Donc, il s'agit d'un régime expérimental, qui d'ailleurs a une durée limitée, de mémoire c'est 5 ans,
Il est expérimental également dans le sens où il est sous supervision assez rapprochée du régulateur. Il ne faut pas penser que les exemptions sont une approche laxiste. Au contraire, enfin, c'est intéressant, c'est aussi sous supervision rapprochée du régulateur, encore une fois. Non seulement le régulateur en amont doit approuver les exemptions demandées par les porteurs du projet de bourse ou projet de dépositaire central sur blockchain, mais en plus, c'est soumis à un certain nombre de règles. Autre élément qu'il faut que je mentionne, c'est que à ce stade, les exemptions possibles qui peuvent être demandées sont a priori limitées par le texte. Donc, limitation en nombre d'exemptions possibles, limitation également en volume prévue par le texte, et je vais y revenir. Et à ce stade, limitation aussi au niveau de la nature des blockchains. Alors, de notre point de vue, puisqu'il s'agit aussi d'exprimer le point de vue de l'AMF, et on parle encore d'un projet de texte, il est discuté à ce stade au Conseil européen, il est discuté aussi au Parlement européen en ce moment, donc il peut faire l'objet de multiples amendements. Et notre point de vue à l'AMF, c'est que c'est vraiment un texte qui va permettre à certains projets qui existent déjà de se développer. Donc, de ce point de vue, c'est très positif, puisque c'est une expérimentation permettant de tester et de vérifier que les apports dont je parlais pourraient se concrétiser. Donc, vérifier la viabilité économique, vérifier les simplifications dont je parlais. Mais par contre, il a des limitations qui, à notre sens, pour certaines, ne justifient pas bien et sont vraiment dommageables. Autrement dit, la valeur ajoutée du texte pourrait être encore meilleure. Alors, en 3 points, eh bien, le premier, c'est que le champ du règlement est limité aux acteurs. Donc, pour demander à être une bourse sur blockchain, il faut être déjà une bourse dans le monde traditionnel. Il faut déjà avoir le statut de système multilatéral de négociation, typiquement, pour pouvoir demander un statut de système multilatéral de négociation sur blockchain. Pareil pour le dépositaire, il faut être dépositaire central agréé pour pouvoir demander des exemptions et devenir un dépositaire central sur blockchain. Et à notre sens, c'est dommage, parce que toute fintech, tout projet devrait pouvoir demander directement les statuts nouveaux, pourvu qu'ils respectent toutes les obligations de ce statut, c'est-à-dire toutes les obligations d'une bourse ou d'un dépositaire, moins les quelques-unes qui ont été demandées dans le cadre des exemptions, des demandes d'exemption et qui auraient été approuvées. De sorte que le coût d'entrée pour un nouveau projet, pour tout nouveau projet, soit le bon, il ne soit pas inutilement trop élevé pour ensuite être au juste niveau. Finalement, une fintech qui veut faire ça est obligée de demander, je prends le cas de la bourse, à d'abord devenir un système multilatéral de négociation en présentant un projet au régulateur qui serait typiquement un projet traditionnel, pour ensuite demander des exemptions et, 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 et développer son activité sur blockchain avec les exemptions demandées et obtenues. C'est assez étrange comme dispositif. Donc voilà, voilà, le point de vue de l'AMF en tout cas est que cette situation est plutôt de nature à décourager les nouveaux entrants et à donner un avantage qui n'est pas forcément dû aux acteurs traditionnels. Donc voilà, on serait pour l'ouvrir, mais encore une fois, en faisant respecter les mêmes obligations à chacun, finalement, favoriser la concurrence et puis que le meilleur gagne. Deuxième élément, certains éléments de limitation de volume, que ce soit pour les actions ou les obligations, nous paraissent un peu faibles. On serait pour, à l'AMF, augmenter un peu les plafonds, à la fois pour que les projets puissent rester rentables, puisqu'on a échangé avec certains porteurs de projets, et il nous semble que c'est un peu limite pour ce qui est du volume total, mais également pour ce qui est des actions. Je voudrais rappeler que le règlement régime pilote permet d'admettre à la négociation sur des bourses sur blockchain une partie des PME, c'est tout ce qui est toutes les entreprises capitalisées jusqu'à hauteur de 200 millions d'euros sont admises. Donc c'est une partie des PME, et nous serions pour monter environ 1 milliard, c'est-à-dire pour que cela inclue toutes les PME. En fait, on est pour que le seuil au niveau européen pour être considéré comme une PME soit d'1 milliard d'euros de capitalisation, et on est pour que le régime pilote permette d'aller jusqu'à toutes les PME, donc c'est-à-dire 1 milliard d'euros. Donc, vous comprenez, c'est pour que ça permette quand même de faire un certain chiffre, de travailler et de faire une expérimentation qui aille au bout des choses. Et puis, on dresse le bilan au bout de 3 ans, 5 ans, entre régulateurs. Ce sera notamment l'ESMA qui remettra un rapport
à la Commission européenne. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, le régime pilote, insidieusement par certains considérants et dans certaines dispositions, n'est pas vraiment neutre à la technologie. Il tend à favoriser, et c'est pas forcément fait exprès, les technologies, enfin les blockchains fermées typiquement, les blockchains sur lesquels enfin, les blockchains, voilà, encore une fois les blockchains privées, surtout c'est le mot que je cherchais. Donc, nous, à l'AMF, nous sommes pour considérer que les blockchains publiques peuvent être admises, encore une fois, dans la mesure où les projets respecteraient toute la réglementation, c'est-à-dire les règles d'organisation, les règles de bonne conduite, les règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est très important. Donc, blockchain publique, a priori, oui, sans doute qu'il faudra les permissionner, mais c'est déjà beaucoup plus large comme spectre que les blockchains fermées, enfin que les blockchains privées. Donc voilà, ouverture au niveau des blockchains, en fait, juger les projets uniquement à leur, comment dire, à leur résultat et pas à leur nature. Voilà notre philosophie à l'AMF. Et ça nous conduit à un deuxième élément, c'est les modèles d'affaires décentralisés. De la même manière, nous serions pour les admettre, pourvu qu'ils arrivent à respecter les réglementations. Donc aujourd'hui, je ne suis pas certain que beaucoup puissent respecter. Est-ce qu'Uniswap, qui est le plus grand exchange décentralisé au monde et qui fait des volumes, qui le classe dans les 5 meilleurs en volume exchange de cryptoactifs mondiaux, est-ce qu'Uniswap respecterait toute la réglementation? Non, je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas de KYC à l'entrée. Mais par contre, si le protocole était amélioré, et on peut espérer sous 5 ans que ce soit le cas, eh bien, pourquoi pas? Enfin, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas fermé a priori. Et donc, finalement, à l'AMF, nous sommes pour ouvrir les modèles d'affaires, que ce soit au niveau du régime pilote comme dans le règlement MiCA, pourvu que la réglementation soit respectée, que les résultats attendus soient au rendez-vous. Je vais passer à l'autre texte, le règlement Market in Crypto Assets, donc règlement européen lui aussi, donc d'application directe. On peut le voir comme une extension de la loi Pacte, même si c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, on sent qu'il y a une inspiration assez forte de la loi Pacte. D'ailleurs, le commissaire européen Dombrovskis a confirmé que la Commission européenne s'était inspirée des régimes nationaux préexistants. Or, il y en a que 4 en Europe. C'est celui de la France, celui de Malte, celui de Liechtenstein et celui de la Finlande. Donc, c'est une confirmation que le régime français a inspiré le régime de la MiCA, mais je vais en parler un peu plus. Il est un peu différent à certains égards. Alors, il est question de réguler les cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers. Donc là, on est dans l'autre monde. Donc, de quoi parle-t-on? Eh bien, des crypto-monnaies, j'utilise le terme monnaie pour simplifier, mais pour me faire comprendre, comme le Bitcoin, l'Ether, Ripple, Bitcoin Cash, etc., mais également les jetons d'ICO qui ne sont pas qualifiables d'instruments financiers, tous ceux qui ne sont pas des actions, des obligations, des dérivés ni des parts de fonds, mais aussi les stablecoins, en prévoyant des articles spécifiques aux stablecoins. Donc de ce point de vue, le règlement MiCA va plus loin. Comme il a été conçu 2-3 ans plus tard, il est, on peut dire, plus fin de ce point de vue. En termes de disposition, il est également plus large, le règlement MiCA, puisqu'il traite à la fois des ICO, comme la loi Pacte, il traite aussi des prestataires de services sur cryptoactifs, comme la loi Pacte, mais aussi d'abus de marché. Et encore une fois, il a des dispositions spécifiques aux stablecoins. Alors, autre différence importante à mentionner, c'est que ce sera un règlement obligatoire. Contrairement à la loi Pacte qui était en grande partie optionnelle, il s'agit ici d'un règlement obligatoire et encore une fois d'obligation directe. Donc le bon côté des choses, c'est que ce sera une réglementation harmonisée dans les 27 pays de l'Union européenne. Pas de place au nivelage par le bas par une juridiction ou une autre. L'application sera la même partout. Autre élément très positif, c'est le système de passporting qui pourra être possible pour les ICO comme pour les prestataires de services sur cryptoactifs d'un pays à l'autre. Il suffira de présenter un dossier chez une autorité pour pouvoir bénéficier du passeport dans les 26 autres. Voilà, donc pas de doute que ça va renforcer l'union des marchés de capitaux. C'est un élément positif pour l'Union européenne. La difficulté à côté de ça, c'est le rythme, hein. C'est-à-dire que on peut considérer que dans 2 ou 3 ans environ, le règlement MiCA sera d'application
ça sera entrera en vigueur, et comme il sera d'application obligatoire, eh bien, il faudra que tous les prestataires soient au niveau. Voilà. De ce point de vue, la loi Pacte donc, a encore un peu de vie devant elle. Elle a peut-être 2-3 ans, ce qui n'est pas rien. Elle peut permettre de se préparer à tous les prestataires. D'ailleurs, je voudrais préciser que le règlement MICA prévoit que toutes les pièces qui auront été présentées, notamment à l'AMF dans le cadre du régime Pacte, n'auront pas à être demandées à nouveau par l'AMF. C'est valable aussi pour les autres pays, comme je mentionnais tout à l'heure, Malte, Finlande, etc. Tous les prestataires ayant déjà obtenu donc un agrément optionnel typiquement seront déjà presque prêts, hein, si je puis dire, puisqu'ils n'auront qu'à s'ajuster. Et de ce point de vue, la loi Pacte, encore une fois, est une bonne préparation. Donc elle est optionnelle, et c'est en très grande partie. Donc c'est une sorte de sas, une sorte de période de transition, et elle a encore une vocation qui n'est pas, que je pense que qui est encore en termes d'attractivité qui se vérifie, puisque vous pouvez constater que sur la liste des prestataires, on a maintenant un prestataire étranger, européen. Hein, il s'agit de Bitpanda, qui est autrichien. Et puis bon, d'autres prestataires se sont déclarés comme déposant des dossiers en France, et je pense rétroactivement, même si je peux être un peu biaisé puisque l'AMF a joué un rôle pour la conception de la loi Pacte, mais je pense que sans la loi Pacte, ces prestataires ne se seraient pas intéressés à la France. Je pense qu'on commence à tirer certains fruits en termes d'attractivité en France grâce à la loi Pacte. Voilà. Et j'espère que d'ici 2 ans, on en tirera encore. Donc, règlement MICA, je vais en parler un peu plus finement. Au niveau, pour ce qui est des ICO, alors il y a une différence un peu étrange pour nous et qu'on aimerait bien. Donc, premier élément qui est un peu similaire, un émetteur qui souhaite émettre des jetons devra remettre un white paper à son autorité compétente, enfin, à une autorité compétente, et de ce point de vue, ça ressemble à la loi Pacte. Il devra fournir de l'information et être transparent sur son projet, indiquer à quoi donne droit les jetons. Quelques éléments, cette fois, de différence. Il n'y a pas de visa ex-ante prévu par le règlement européen MICA. Il n'y a pas de visa formel, il y a plutôt une validation tacite, et le régulateur peut demander des informations. De notre point de vue, ce n'est pas parfait. On préférerait, pour être honnête, un visa ex-ante formel, comme c'est le cas dans la loi Pacte, même si dans la loi Pacte c'est optionnel. Et ici, je rappelle que c'est obligatoire à partir d'un certain seuil. Voilà, ça c'est à notre sens un élément perfectible, mais sinon c'est quand même ressemblant et assez. Voilà, on n'est pas complètement dépaysé quand on connaît la loi Pacte. Deuxième élément, et cette fois-ci, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça ne tient pas, ça ne prend pas en compte complètement les spécificités de l'ICO. À ce stade, le règlement MICA prévoit que l'émetteur doit faire conserver ses jetons soit par un établissement de crédit, soit par un conservateur de crypto, c'est-à-dire un prestataire de services sur cryptoactifs agréé pour la conservation. Et on trouve ça dommage puisque un émetteur pourrait tout à fait conserver ses avoirs au niveau du smart contract qu'il utilise généralement pour faire sa levée de fonds. Et donc, nous sommes à l'AMF pour autoriser tout type de conservation, et notamment un smart contract, puisque c'était une des valeurs ajoutées de l'ICO, c'est le fait de désintermédier l'offre, potentiellement de ne pas avoir recours à une banque pour faire son offre. Donc du coup, on est pour laisser le choix, comme on l'a fait au niveau français, comme les pouvoirs publics l'ont décidé au niveau français dans le cadre de la loi Pacte. Voilà. Ouvrir la possibilité de faire à l'émetteur de faire lui-même sa conservation, ou alors la confier à un tiers, établissement de crédit ou crypto-conservateur. Et troisième élément, et cette fois-ci, c'est plutôt des obligations qu'on voudrait prévoir en plus au niveau de l'AMF, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça n'est pas prévu dans le règlement MICA, tout comme ça n'aurait pas été prévu dans le règlement prospectus, mais dans le cadre de la loi Pacte, on l'a prévu. On l'a prévu puisqu'il faut bien, puisque l'offre est typiquement désintermédiée, il faut bien que quelqu'un se soucie de savoir d'où vient l'argent. Est-ce qu'il ne vient pas de systèmes mafieux? Est-ce qu'il ne vient pas de pays sous embargo pour diverses raisons? Et donc, il faut que l'émetteur soit responsable de
eh bien, d'ailleurs, je pense qu'on en parlera dans d'autres prises de parole ensuite, soit responsable des diligences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En matière de mécanique institutionnelle, nous, à l'AMF, nous serions en faveur de rendre l'ESMA compétente pour la surveillance des ICO, que ce soit des ICO comme des prestataires de services sur cryptoactifs, pour plusieurs raisons. D'une part, ça permettrait de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau de l'Union européenne, et typiquement que certaines juridictions ne soient pas plus complaisantes que d'autres dans leur régulation. Comme c'est une régulation toute nouvelle, de plus, il est plus facile de donner la compétence à l'ESMA dès le départ que si c'est envisagé à un stade ultérieur, où ce serait beaucoup plus compliqué. Et enfin, ça semblerait logique de rassembler toutes les compétences au sein d'une même autorité, puisque le coût d'entrée dans le monde de la crypto est assez élevé. Je parle en connaissance de cause pour nous-mêmes et puis pour nos collègues. On a encore des marches à monter et bon, on le fait avec plaisir, mais quand même, ça a un coût indéniable pour l'autorité. Toujours en termes de mécanique institutionnelle, et cette fois-ci au niveau des stablecoins, mais là aussi, il y aura une intervention après moi qui permettra d'étudier le sujet plus en profondeur. À ce stade, le règlement MiCA prévoit 2 types d'actifs, l'un qui ressemble plus à des monnaies électroniques, on parle d'e-money token, et l'autre qui est tout type de stablecoin, et je pense que la commission pensait surtout au Libra, qui sont soit des actifs construits en référence à un panier de devises, soit en référence à une matière première. Eh bien, dans le second cas, il nous semble que quand même, ça ressemble plus à soit des parts de fonds, soit des dérivés, et plutôt que d'avoir une régulation faite par l'EBA pour l'ensemble des actifs, nous serions plutôt pour séparer en deux et faire en sorte que l'ESMA ait compétence sur les actifs qu'elle connaît le mieux, c'est-à-dire ceux qui ressemblent à des parts de fonds et ceux qui ressemblent à des dérivés. Bon, voilà, j'arrête là sur la partie mécanique, mécano-institutionnelle. En matière de protection des investisseurs, je vois qu'il me reste plus que quelques minutes, donc je vais essayer d'abréger mes derniers points. J'ai encore protection des investisseurs et neutralité technologique et abus de marché. Je vais vous dire un mot sur les trois. En matière de protection des investisseurs, à l'AMF, nous sommes pour... alors, il faut savoir que le règlement MiCA prévoit un délai de rétractation lors de l'achat de jetons d'ICO. Eh bien, nous sommes pour en faveur de l'octroi de ce droit de rétractation mis à jour à chaque fois qu'il y aura une modification du white paper. Mais ça me paraît même être du bon sens, parce que si jamais les règles contractuelles changent, il faut bien que l'acheteur ait la possibilité de se rétracter en bonne connaissance de cause et avec les nouvelles clauses, et donc que son délai de rétractation soit le même que si c'était l'offre initiale. Deuxième élément, on est pour encadrer la reverse solicitation. On est pour également ne pas laisser le choix lors d'une ICO pour les prestataires de services cryptoactifs de la juridiction dans laquelle ils seront régulés. Le règlement MiCA, en effet, est assez ouvert sur le sujet. Il permet aux prestataires et aux émetteurs d'ICO de choisir leur juridiction, et notamment de choisir une juridiction dans laquelle ils ont une succursale. Donc, ils auraient le choix entre plusieurs, si vous voulez, s'ils ont un siège aux Pays-Bas, une succursale en Allemagne, une succursale en France et une à Malte, ils pourraient choisir le régulateur maltais juste parce qu'ils ont une succursale à Malte pour être régulés, pour que leur offre soit régulée. On est pour que ce soit le siège qui fixe une fois pour toutes le régulateur, et donc dans mon exemple, ce serait le régulateur des Pays-Bas qui serait compétent. Donc, pour limiter le choix, le forum shopping entre juridictions par les prestataires et les offres et les émetteurs de jetons. En ce qui concerne donc voilà, on est en train de faire un peignage des textes pour ne rien vous cacher, et puis on en discute avec les pouvoirs publics décisionnaires. En matière de neutralité technologique, j'en ai parlé tout à l'heure pour le règlement régime pilote. C'est un peu la même chose pour le régime MiCA, pour le règlement MiCA. Nous sommes à l'AMF pour autoriser tout type de blockchain et tout type de modèle d'affaires, même décentralisé. On n'a pas de tabou avec ça, pourvu que les règles soient respectées, c'est-à-dire, encore une fois, règles d'organisation, de bonne conduite et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et encore une fois, le règlement européen MiCA, dans le projet actuel, dans des considérants et dans des dispositions, n'est pas neutre
de par sa rédaction, mais on sent que ça n'a pas forcément été fait exprès. Et la commission apparemment n'aurait pas fait exprès, c'était plutôt par automatisme, par mimétisme de certains textes traditionnels qu'elle elle a ainsi rédigé les choses, mais c'était pas forcément voulu. Et donc, on peut avoir bon espoir de modifier, voilà, par un peignage des textes, des dispositions qui n'étaient pas neutres à la technologie et pour les rendre neutres. Enfin, dernier point majeur que je voudrais mentionner pour avant de terminer mon propos, c'est en matière d'abus de marché, c'est pas rien. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, tout comme les jetons, feront l'objet de dispositions sur les abus de marché, que ce soit sur la réglementation des informations privilégiées pour éviter les délits d'initiés, comme sur les manipulations de cours. Donc les dispositions ressemblent à celles qui sont dans le monde traditionnel prévues dans le règlement MAR, en allégé tout de même. Et donc ces dispositions sont un véritable événement, et nous à l'AMF nous allons nous préparer d'ici 2-3 ans à régler tout cela au niveau pour tout ce qui est partie française du marché européen. Mais à ce stade, c'est pratiquement inapplicable pour nous. Enfin, c'est pratiquement impossible à surveiller puisque le règlement ne prévoit pas de reporting des transactions. Il nous faudrait à tout le moins un reporting des transactions portant sur les gros exchanges, au moins les gros exchanges à notre sens, pour ce qui est des transactions qui ont été exécutées. Pour les carnets d'ordre, dans le monde traditionnel, on a aussi besoin des carnets d'ordre, mais on pourrait envisager de le faire sur demande du régulateur. Mais il serait bon aussi quand même que ce soit explicité par le texte. En tout cas, prévoir au moins un reporting nous est nécessaire. Et de ce point de vue, il y a des améliorations à apporter. Et là, on est au milieu du gué. Soit il y a trop d'obligations, soit il faut nous donner tous les moyens nécessaires. Et voilà, on est plutôt pour cette deuxième option. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai utilisé le temps qui m'était accordé. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous invite Merci, tous à poser vos questions à l'oral ou dans le chat également. Je vais essayer d'être attentif en parallèle. Merci. Il y a beaucoup de questions, beaucoup, notamment sur le chat. Louis Charpentier y répond, essaye d'y répondre avec célérité. On a 5 petites minutes éventuellement, si quelqu'un a une question à l'oral auquel tu pourrais répondre. Si une question était récurrente, peut-être aussi. Les STO. Alors, les ICO rentrent dans le cadre du règlement MiCA, mais les STO sont déjà possibles à droit constant en France. Vous pouvez déjà faire des STO. Simplement, les security tokens, dès lors qu'ils sont listés, font l'objet des problématiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on va dire, blocage réglementaire, qui vont être levés grâce au régime pilote. Donc, le régime pilote va nous permettre aussi de faire coter les security tokens, si je puis dire. Pour le moment, vous pouvez faire une STO, mais les titres ne peuvent pas être facilement cotés. Et je vois que l'analyse juridique qu'on avait publiée au mois de mars 2020, qui vous permet de voir ce qui est possible aujourd'hui à droit constant en matière de security token, et notamment de security token offering, et ce qui n'est pas possible ou qui est très difficile à droit constant. Et encore une fois, les textes européens nous offrent des perspectives qu'on avait espéré, et on est bien servi. Mais ça mettra peut-être 2 ans à entrer en vigueur, le régime pilote. Donc attention, malheureusement, on est encore sous l'empire de ces blocages réglementaires, même s'ils sont provisoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être à l'oral? Ne soyez pas timide, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vais regarder le chat en parallèle. Il y a aussi sur Discord quelques échanges. Donc, une question sur Discord qui demandait en crypto to crypto, il n'y a pas besoin d'agrément d'AMF à obtenir, juste l'enregistrement avec la vérification de l'aptitude des dirigeants. C'est exact. Au niveau pour ce qui est des dispositions obligatoires, il est nécessaire uniquement de s'enregistrer auprès de l'AMF. L'AMF est guichet unique, même si elle travaille de concert avec la CPR. La partie, tout ce qui va au-delà de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est optionnel, fait l'objet d'un agrément qui est optionnel, qui est plutôt une sorte de label, hein, enfin de marque supplémentaire qui peut être demandé en moyennant respect de dispositions de règles d'organisation et de règles de bonne conduite. Donc seule la lab est obligatoire, pour résumer, tout le reste est optionnel.
Cependant, dans 2-3 ans, plutôt dans 3 ans environ, ce sera obligatoire au niveau européen. Tout sera obligatoire. Donc, autant se préparer le plus rapidement possible. D'accord. On ne peut que vous inviter à niveler par le haut toutes vos procédures, dès maintenant. Vous m'entendez? Vous me voyez là? J'entends, oui. C'est moi qui ai posé la question. En crypto, donc la procédure d'enregistrement, le délai qu'on peut espérer si on a un bon dossier, si on demande un enregistrement, que les fondateurs sont sérieux, que le dossier est bien constitué, est-ce qu'on peut espérer 1 mois de délai ou ça se rapproche d'1 an? Normalement, le délai réglementaire est de 3 mois, si le dossier est complet, le dossier déposé auprès de l'AMF. Si effectivement il est bien construit, ça peut être plus rapide. Et dans les faits, ça a pu être plus rapide. Maintenant, en ce moment, il y a plutôt un engorgement. Je ne vous cache pas, à cause des effets de bord dont je parlais, mais ça, c'est en ce moment. D'une manière générale, oui, les 3 mois, je pense qu'ils peuvent être respectés, enfin, ils seront respectés même, mais ça peut même être plus rapide. Dans le monde traditionnel des prestataires de services d'investissement aussi, les délais théoriques sont de 6 mois, mais il n'est pas rare que ce soit plus rapide dans les faits. Merci pour ces précisions. Et l'AMF, c'est la plus diligente possible aussi. La CPR aussi, je le sais. D'accord, ok. Le délai que vous avez dit de 3 mois, ça inclut l'avis de la CPR? Tout à fait. Les deux. Alors, je crois, reconductible. Je ne sais plus si c'est reconductible d'une fois, mais en tout cas, surtout si c'est pas complet, par contre, l'AMF revient vers vous et ça remet le compteur à 0. Par contre, Ouais, mais pour un dossier complet et bien fait, et on sait qu'il y en a puisque certains ont déjà réussi à être enregistrés, voilà, c'est 3 mois la règle. D'accord. Et je profite de la parole pour une question du même type, mais sur le régime pilote. Oui. Le régime pilote, un projet sérieux, bien construit, les fondateurs, l'architecture, la sécurité. Le régime pilote, est-ce qu'on peut espérer, je ne sais pas, rentrer dedans, enfin candidater, et pouvoir démarrer l'activité, la plateforme, par exemple cet été, ou est-ce que c'est vraiment dans 2 ans qu'il faudra mettre en ligne quand tout aura changé? Oui, hélas, ce sera dans 2 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à droit constant, on ne peut pas s'abstraire des dispositions notamment de CSDR, enfin l'obligation d'avoir un dépositaire central pour régler, livrer les titres. Donc, et ces textes sont européens, on ne peut rien faire au niveau français. On avait fait le plus possible au niveau français, je crois. Et donc, au niveau européen, les blocages sont en train d'être déverrouillés, voilà, une expérimentation va permettre de se défaire de ces différents blocages réglementaires, mais ça ne sera possible qu'à l'entrée en vigueur du règlement régime pilote. Or, il est en négociation au niveau des colégislateurs. Et hélas, ça prend facilement 2 ans et ça pourrait même être 3 ans. D'accord, ok. Il y a une incertitude d'ailleurs sur la date exacte, mais là, je crois qu'on peut espérer, enfin moi en tout cas, j'aimerais que ce soit plutôt possible, puisque vous voyez que ça bloque des projets. Je vais être clair, pour nous à l'AMF, c'est plutôt le projet qui, espérons, ira le plus vite. Et comme en plus c'est un texte plus petit, on essaie de enfin bon, voilà. En tout cas, de notre point de vue, il est prioritaire. Mais pour d'autres instances, y compris françaises, MiCA est très important, notamment pour ce qui est de ses apports au niveau des stablecoins. Et ça se comprend, puisque certains actifs peuvent être vus comme des menaces. Mais ça rentre, enfin, c'est pas vraiment dans nos attributions à l'AMF. Je regarde les autres questions, ou alors je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, pardon. Moi, j'avais une question, que j'avais mise justement, ce qui est beaucoup plus d'ordre général sur la finance décentralisée. Justement, comment est-ce qu'on imagine réglementer notamment les tokens de gouvernance, donc qui vont être des tokens avec droit de vote et autres caractéristiques de security token, sachant que sur la plupart des protocoles de DeFi, on est sur des protocoles DAO, donc par exemple, je pense à Curve ou d'autres protocoles où on va pas pouvoir aller chasser qui que ce soit et chercher qui que ce soit puisqu'on est que sur du smart contract pur. Comment on va aller pouvoir s'assurer que ces security tokens, que ces tokens de gouvernance qui en fait sont des security tokens vont respecter les bonnes réglementations? Alors, c'est une question. Je pense que ce sera la plus dure. J'ai pas de réponse facile. Ce qui est, alors déjà, je pense qu'on n'est pas encore totalement mature pour. Enfin, je dois être honnête, on n'est pas totalement mature pour répondre à cette question, c'est-à-dire comment on fera. Mais plusieurs éléments de réponse.
Le token de gouvernance, il nous faut quand même analyser s'il est un security ou pas. Enfin, est-ce qu'il est assimilable à une action ou une obligation pour simplifier ou pas. Donc, ça ne donne pas le même droit déjà au démarrage. Et je crois comprendre votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça n'en est pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas compétent, quand rien ne s'applique et rien ne… bon, très bonne question. Je pense qu'il faut qu'on recherche des approches plus incitatives. Là, c'est des éléments de réponse d'Alexandre Barra, hein, c'est plus l'AMF. Soit des choses incitatives, c'est-à-dire plutôt de type carotte plutôt que bâton. Appel à projet, on travaille avec les développeurs, mais les développeurs, je pense qu'on ne recherchera pas leur responsabilité dans la mesure où, une fois qu'ils ont, enfin, sauf si sciemment ils essayent de monter des fraudes, hein, bien entendu, mais si c'est un développeur comme à la Satoshi Nakamoto qui n'est plus là, on ne sait même pas qui c'est, il est évident qu'il est trop tard. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas aller rechercher la responsabilité des développeurs une fois que les applications décentralisées fonctionnent et ne fonctionnent plus avec l'action d'humain spécifiquement. Donc, du coup, c'est plutôt en amont, alors soit en faisant évoluer les protocoles, mais c'est encore un travail avec les développeurs quand on y réfléchit, soit encore en amont avant le fait qu'elle soit mise sur la mainnet, si vous voulez. Donc, je pense que c'est un rôle qu'on n'a jamais eu avant et le régulateur devra s'immiscer peut-être un peu plus dans la technologie elle-même. Est-ce que le régulateur devra aussi prendre d'autres casquettes, d'autres rôles? Évidemment, là, je vais bien loin. Hein. Ça ne relève pas de moi, hein, ce type de décision, mais je crois que c'est des pistes à creuser. Et en tout cas, encore une fois, on n'est pas tout à fait mature pour totalement répondre. Je sais que ce n'est pas une réponse pleine à votre question, mais je crois que le rôle du régulateur devra évoluer. C'est surtout ça la réponse.